Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Aujourd'hui, pour la première fois, on va parler d'immobilier suite à une étude qui a été publiée par le site de courtage immobilier meilleurtaux.com qui, pour la 6e année consécutive, fait une étude sur acheter ou louer. Et c'est une étude qui a été reprise dans de nombreux médias, dans Les Échos, Europe 1, Le Figaro, Le Parisien, etc. Donc dans cette étude, il nous explique que les taux immobiliers ont atteint des niveaux extrêmement bas, ce qu'on sait, donc avec un niveau moyen de 1,14% pour un emprunt sur 20 ans, et que la durée de détention nécessaire pour rentabiliser un achat n'a jamais été aussi faible. Alors la directrice de communication du courtier, et je la cite, nous explique qu'il suffit désormais de 1 an et 9 mois en moyenne pour que l'acquisition d'un 70 mètres carrés soit moins coûteuse que la location. Et elle continue en précisant qu'il fallait compter 5 ans pour parvenir au même résultat en 2014 et 3 ans en 2017. Alors d'après l'étude de l'année dernière en 2018, pour un achat à Paris, il fallait compter 11 ans et 6 mois pour que l'achat soit plus intéressant que la location. Et en 2019, il n'a plus qu'à garder le bien 8 ans et 2 mois. Et même chose à Strasbourg, Marseille ou Lille, dans la plupart des villes, cette durée de détention minimum a beaucoup réduit. Donc je vous mets à l'écran la liste des villes, ou plutôt la carte des villes, avec le nombre d'années de détention minimum avant que l'achat soit plus intéressant que la location. On peut penser évidemment que Meilleur Taux n'est pas neutre. Après tout, c'est une étude chiffrée, donc si les calculs sont bien faits, c'est pas un souci. Mais je reviendrai un peu plus tard justement sur ce mode de calcul. Alors comme je vous le disais au début, l'étude nous explique que la principale raison de cette situation, qui est particulièrement avantageuse pour les acheteurs, c'est le recul des taux qui a été enregistré en 2019 et qui compense non seulement la hausse de l'immobilier, mais aussi celle des charges. L'étude, elle est intéressante, mais ce qui me surprend, c'est leur logique. En effet, ils se basent uniquement sur la durée de détention. C'est-à-dire que selon eux, si on pense garder un bien à Montreuil plus de 3 ans, on a intérêt à acheter. Et l'idée, c'est que en plus du prix d'achat, il faut pouvoir amortir tous les frais annexes liés à l'opération, comme les frais de notaire, les frais d'agence ou potentiellement les travaux. Alors déjà, un premier point sur cette étude, j'ai du mal avec cette idée de durée de détention. Parce qu'en fait, cette durée de détention minimum, ça sous-entend le fait que acheter est toujours le bon choix, et qu'en fait, l'unique critère à prendre en compte, c'est combien de temps vous souhaitez garder le bien, et suivant le temps que vous estimez garder le bien, alors ça vaut plus le coup d'acheter ou de louer. Donc est-ce que vous allez pouvoir agrandir votre famille, etc. Ou est-ce qu'au contraire, à un moment, la maison ou l'appartement va devenir trop grand pour vous, et ce sera l'unique critère pour savoir s'il faut acheter ou louer. Donc déjà, rien que le mode de calcul est biaisé, puisque ça veut dire qu'il est tout le temps plus intéressant d'acheter. En fait, c'est qu'une question de temps, c'est uniquement une question de savoir si vous allez garder l'appartement longtemps, si vous comptez déménager ou agrandir votre famille. Alors je vais m'arrêter là sur le contenu de l'étude elle-même, que vous pouvez aller voir comme sur les sites que j'ai cités ou directement sur le site de Meilleur Taux, pour m'intéresser, alors pas au mode de calcul exactement, parce qu'il ne détaille pas le mode de calcul, mais plus intéressant encore, il nous donne les hypothèses de cette étude que je vous mets tout de suite à l'écran. Alors il nous explique qu'ils utilisent un simulateur exclusif, donc ça c'est pour nous dire qu'ils ne dévoilent pas les calculs. Donc ils prennent comme données 10% d'apport, bon là j'ai pas de problème, durée d'emprunt de 20 ans à 1,10 hors assurance de 0,25, bon voilà, on peut toujours pinailler sur les chiffres, mais bon, globalement ça va. C'est ensuite que c'est intéressant. Ils nous disent, évolution des prix de l'immobilier, 3,5% de hausse les années 1 et 2, puis 2% à partir de l'année 3, rendement de l'épargne, 1,1% par an. Et ensuite, les loyers, eux, ils évoluent de 1,5 première année, puis 1, puis 0,8, puis 0,5, etc. Bon, je vous passe la suite. Mais pour moi, déjà, rien que dans ces hypothèses, il y a 2 énormes biais. Le premier, c'est que si on prend une hausse pour l'immobilier de 2% annuel pendant 20 ans, je ne parle même pas des premières années où c'est plus élevé, donc 2% de hausse pendant 20 ans, et un rendement de l'épargne de 1,1%, déjà c'est évident que l'étude, elle va privilégier l'achat à la location. Il n'y a même pas besoin de faire de calcul. Mettez 0% de hausse pour l'immobilier et un placement en action qui rapporte 5%, et l'étude, elle va vous dire qu'il faut louer. Donc ça, c'est le premier biais. Et le deuxième biais, c'est qu'ils prennent les mêmes hypothèses pour toutes les villes. C'est-à-dire qu'ils considèrent que l'immobilier à Paris va monter de la même manière qu'à Mulhouse, à Perpignan ou à Saint-Étienne. Alors rejetons un coup d'œil à la carte. Les villes, selon l'étude, où il est le moins intéressant d'acheter, ou plutôt où ça va prendre le plus de temps à rentabiliser, comme ils disent, ça va être Paris, Lyon et Bordeaux. Tiens, c'est bizarre, ce sont les villes les plus dynamiques économiquement et qui ont vu les plus grosses hausses de l'immobilier. Et là où il faut acheter, selon eux, ou alors où ça se rentabilise très rapidement, ça va être Saint-Étienne, Perpignan et Mulhouse.
Alors comme vous savez, j'aime bien aller chercher les données à la source et fouiller un tout petit peu, donc je suis allé sur le site de l'INSEE où il est très facile de comparer des villes. J'ai mis tout ça sous Excel pour vous montrer le petit tableau suivant. Et sur ce tableau, bon, j'ai enlevé certaines données, hein, vous pouvez faire une étude plus détaillée, mais moi je suis resté à des données assez simples. La première donnée, la première ligne qui est colorée, c'est la part des logements vacants. Donc c'est des données de 2016. Donc on voit que pour Paris et Lyon, on est à 8% de logements vacants. Et sur les villes, donc Saint-Étienne, Tours, Perpignan, Mulhouse, on est à peu près à 12%, 10%, 15% et 16%. Donc comment voulez-vous comparer Mulhouse avec 16% de logements vacants et Lyon avec 8%? Au niveau des revenus, bon, même sans aller sur les revenus, moi j'ai juste pris le taux de pauvreté. Donc on voit que dans les villes les plus dynamiques, on est à 15%, à Lyon et Paris, et on est à 25, 21, 32 et 33% sur les 4 autres villes que j'ai sélectionnées, qui sont les villes où il est soi-disant le plus intéressant d'acheter. Le dernier point, c'est sur le chômage. Alors c'est pas les chiffres, c'est le chômage de l'INSEE, hein, c'est pas les chiffres du chômage qui sont publiés habituellement. Et on voit que le taux de chômage, donc il est à 12 et 13%. Donc c'est basé sur du recensement, hein, donc c'est pour ça que c'est différent. Donc il est à 12 et 13% à Paris et Lyon, et il est 21, 25, 28% et 18 pour Tours. Alors il n'y a pas besoin d'être devin pour savoir que si vous prenez comme hypothèse une hausse de l'immobilier qui est la même dans toutes les villes de France, alors qu'on vient de le voir rapidement, il y a des taux de logements vacants qui vont du simple au double. J'aime bien ce chiffre de taux de logements vacants parce que ça montre bien le dynamisme de l'immobilier, ça montre bien aussi si vous devez vendre votre bien ou si vous devez le louer, vous allez avoir des marchés qui sont extrêmement différents. Donc c'est sûr que de prendre une même hypothèse pour toutes les villes, en fait ça va vous faire acheter les villes qui sont les moins dynamiques économiquement et là où le prix au mètre carré est le plus faible. Donc c'est des villes qui jusqu'ici ont eu une baisse de l'immobilier, donc des villes effectivement qui sont pas chères, mais aussi avec des loyers qui ont tendance eux aussi à baisser. Alors ma conclusion, elle est simple, hein, c'est que cette étude, elle est intéressante à regarder comme ça, mais ce qui est plus intéressant, c'est de regarder donc les hypothèses et d'appliquer vos propres hypothèses, parce qu'en fait, c'est impossible de faire une étude au niveau de la France entière. Déjà, ça c'est le premier point. Et même si vous faites une étude purement financière, ensuite, l'achat de la résidence principale, c'est pas comme un achat locatif. L'achat de la résidence principale, ce n'est pas qu'un achat qui est purement financier, parce qu'il faut prendre en compte vos choix de vie, la flexibilité dont vous avez besoin ou non, est-ce que vous comptez déménager, mais ça peut être aussi à l'inverse, la non-flexibilité, c'est-à-dire le besoin de posséder un bien parce que vous voulez faire des travaux et le rendre à votre image. Un dernier point qui peut rentrer en compte dans la décision d'acheter ou de louer, et c'est notamment le président de la FNAIM qui en parle dans les Échos, il nous dit que, selon lui, si vous n'avez pas une stabilité professionnelle dans les 5 prochaines années, alors bien sûr, il faut louer parce que c'est trop dangereux de se lancer dans un achat, etc. Là-dessus, j'ai un point de vue un petit peu différent, parce qu'en fait, on pense souvent qu'il est moins dangereux de louer que d'acheter. Mais au final, vous allez toujours avoir besoin d'avoir un toit sur votre tête et sur celle de votre famille, donc vous allez devoir vous loger à un moment. Alors bien sûr, acheter un bien à crédit, ça veut dire que vous allez devoir rembourser un crédit tous les mois. Et ça paraît plus dangereux que rembourser un loyer. Mais pensez-y, en fait, la banque vous demande une certaine situation financière au moment du crédit. Et vous devez pouvoir rembourser environ, avec 30% de vos revenus, vous devez pouvoir rembourser le crédit. Mais le loyer, en fait, on vous demande ça à chaque fois que vous allez rechercher un nouveau bien. Donc c'est plus dangereux. Si vous vous retrouvez au chômage ou dans une situation précaire dans 5 ans et que vous avez acheté votre bien, personne ne va vous enlever votre bien tant que vous payez bien votre crédit. À l'inverse, si vous êtes locataire et que votre propriétaire décide de vous mettre dehors, donc au pire moment pour vous, puisque vous êtes dans une situation précaire, alors à ce moment-là, vous allez être obligé de rechercher un appartement en situation précaire en montrant que vous n'avez pas de CDI par exemple, et ça va être pour vous extrêmement compliqué. Donc pour moi, le côté situation professionnelle stable ou non, ou est-ce qu'on a potentiellement le risque de perdre son emploi, non seulement ce n'est pas un critère pour moi entre l'achat et la location, mais j'aurais presque envie de dire que ça joue en faveur de l'achat, parce qu'au moins, si vous arrivez, si vous êtes sûr de vous pour pouvoir rembourser le crédit, et c'est ça le principal critère, vous serez toujours logé, vous aurez toujours un toit sur votre tête. Alors qu'à l'inverse, si vous privilégiez la location, vous avez ce risque à un moment qu'un propriétaire vous mette dehors et d'avoir de gros problèmes à vous reloger.
Voilà, j'espère que cette première vidéo sur l'immobilier vous a plu. Je pense que j'en ferai d'autres, probablement sur l'immobilier locatif et les différents types d'immobilier locatif qu'on peut faire du point de vue fiscal, enfin les différentes catégories fiscales, entre le meublé, non meublé, faut-il faire une SCI, etc. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.